Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire de ce mardi 21 mai. Gravures, œuvres numériques ou encore affiches, les expositions sont multiples dans le département en cette fin de mois de mai. Focus sur 3 dentelles sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Jusqu'au 25 mai, le Festival de Cannes est sous le feu des projecteurs. 21 films sont en compétition. Certains ont été financés par la région Île-de-France. Envie de partir pour les États-Unis? Au Vésinet, c'est en musique qu'on vous invite à voyager. Le Vésinet Jazz Métis Festival met à l'honneur 4 groupes, 4 styles. Elle s'offre une sorte de rétrospective pour sa carte blanche à Art Gravure Saint-Quentin en Yvelines. Jocelyne Briselet a choisi de remonter le temps. Dans ses 25 années de peinture et de gravure, elle expose actuellement au sein même de l'atelier de l'association à Elancourt. 500 ans après sa mort, Léonard de Vinci quitte toujours les artistes. Le peintre et homme de science italien est l'une des inspirations de Jocelyne Briselet. Il y a Rembrandt, il y a Velázquez, il y a Goya, beaucoup, il y a plusieurs références sur Goya. Il y a aussi dans les contemporains, un petit peu plus contemporains, j'ai quand même quelques petites références à Matisse. Je travaille sur le thème de la référence sur l'histoire de l'art. Je prends soit les portraits de peintres ou soit des extraits de leurs œuvres et je parfois les retransforme ou je mets une pointe d'humour ou une note historique contemporaine. L'artiste morpasienne crée depuis 25 ans. De la peinture à la gravure, c'est le thème qui conduit la création. Pour cette exposition, pensée comme une rétrospective, Jocelyne Briselet a choisi comme fil rouge la couleur. La couleur, la chaleur de cette couleur, toutes les nuances qu'il peut y avoir, et puis aussi la symbolique de cette couleur, qui peut représenter la violence, le sang, la joie aussi, que tout de même, quelque chose de fort quand même, c'est une couleur forte. Une 50aine d'œuvres sont rassemblées au sein de l'atelier où elles ont été créées, un moyen pour l'artiste d'initier les curieux à des techniques parfois oubliées. Et le 26 mai, c'est la journée nationale de l'estampe. À cette occasion, des démonstrations auront lieu au sein de l'atelier d'art gravure Saint-Quentin en Yvelines. Est aussi prévu un programme, une lecture poétique sur le thème de l'art et des artistes. Des créations colorées, aux premiers abords joyeuses, Lord Wilmore aime parler de l'humanité, de sa survie, de la suridentité des individus, mais aussi de l'éventuel danger des machines numériques et de leur omniprésence. Un milieu numérique que manipule l'artiste clétien. Il crée à l'aide de son ordinateur des œuvres qu'il peut aussi peindre avec une première ébauche numérique. Il expose à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois jusqu'au 2 juin. Ce qui me plaît dans le numérique, c'est que c'est immédiat. On peut faire ça très vite et en même temps, ça peut prendre aussi beaucoup de temps. On peut facilement recommencer et on peut essayer plein de choses. Ça, c'est la qualité première du numérique. On peut essayer des formes différentes, on peut changer de calque, on peut changer de valeur dans le calque, on peut changer de couleur quand on veut, on peut gommer, on peut revenir en arrière. Un travail minutieux qui l'amène d'abord à travailler pour la Scala de Milan, un surdoué qui expose dès l'âge de 14 ans. Luigi Castiglioni est au cœur d'une exposition au sein des archives départementales des Yvelines. Et avec nous, Aurore Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice culturelle d'ingénierie, un organisme rattaché au département. Vous êtes en charge de cette exposition notamment. Pourquoi mettre cet artiste à l'honneur ? Il y a eu une donation faite au département par Madame Castiglioni, Tercia Castiglioni. On a 180 œuvres au total avec affiches, estampes, lithographies, tirages d'art. C'est le pôle sauvegarde et transmission des patrimoines de l'agence ingénierie qui du coup a géré cette donation, que ce soit de l'arrivée des affiches jusqu'à l'inventaire, l'encadrement. Et le but justement, c'était à travers cette exposition de mettre en avant le travail de Luigi Castiglioni et cette donation. Justement, une donation qui n'est pas anodine. Il est de naissance italienne, on le comprend bien avec son nom, mais il est yvelinois d'adoption. C'est ça, à partir des années 80, au tout début des années 80, il est venu habiter avec Tercia Castiglioni à Maison Lafitte, donc 40 rue Puebla. Et on peut aussi expliquer que cette maison, elle est visitable. C'est Madame Castiglioni qui accueille en fait les groupes à travers son association, les Amis de Luigi Castiglioni. Donc elle accueille seulement par groupe, il faut préciser, parce que c'est une maison dans laquelle elle vit toujours en fait. Et il y a aussi un projet qui est en cours qui fait que la maison va être
potentiellement inscrites au titre des monuments historiques. Et on travaille également sur un label Maison des Illustres. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Exactement. Alors, dans cette exposition, on voit principalement des affiches, et l'une d'entre elles va faire son histoire et sa réputation, celle d'un match de boxe C'est en ça. 1972. C'est ça, c'est le match On voit Monzon. l'image. Voilà, c'est le match Monzon-Boutier. En fait, il y a Rodolfo Salbatini qui a créé une exposition pour Luigi Castiglioni. Et il gérait ce match au Palais des Sports de Paris. Et il lui a offert la possibilité en fait de réaliser cette affiche en invitant le directeur à choisir cette affiche-là pour... Et ce qui va le lancer dans presque le métier d'affichiste, et notamment le sport, parce que c'est un thème récurrent dans ses œuvres, notamment dans celle que vous avez choisie. Alors ça ne va pas le lancer dans son métier d'affichiste, il en faisait déjà, mais en fait c'est cette affiche qui particulièrement va le faire connaître du grand public. En fait il était déjà connu dans le métier, voilà. Mais c'est cette affiche qui va le faire connaître du grand public, et c'est vrai que le sport c'est peut-être 80% de ce qu'il a réalisé, et la boxe une énorme partie de ses affiches sportives. Une énorme partie, mais il est touche à tout. Il y a du tennis, il y a du foot. Il y a du 98. Foot, c'est ça, il y a la fameuse affiche du championnat du monde de 98 où la France a gagné, donc c'est vrai qu'elle est très actuelle. Il y a du tennis, il y a du vélo, il y a aussi de la course à pied. Et il y a même pour les courses hippiques, il y a une affiche qui représente une course à Maison Lafitte. Alors, quand on regarde ses œuvres, on en vient presque à douter que ce sont des dessins, tellement c'est précis. Il transformait lui-même ses outils, ses pinceaux, il trafiquait son matériel. C'est ça. Alors, juste avant, il faut peut-être préciser aussi que chaque affiche, c'est un tableau à l'origine. À la base, c'est toujours un tableau, que ce soit sur toile, sur bois ou même sur marbre, parce qu'il travaillait aussi la peinture sur marbre. Et effectivement, il utilisait des outils très particuliers. Il prenait ses pinceaux et il lui enlevait la plupart de ses poils pour en laisser que 2 ou 3. Et du coup, c'est avec ça qu'il peignait avec cette extrême précision tous les petits détails de ses tableaux. Alors, dans cette exposition, on peut aussi découvrir un certain engagement. Il dessine pour le droit de vote, le don du sang, mais aussi les boat people. Il était très investi. Oui, il était très investi pour les causes humanitaires. Il y a des associations qui vont faire appel à lui, notamment Médecins du Monde, pour les boat people. Il y a aussi une association Rio de Oro qui vient en aide en fait aux réfugiés du peuple sahraoui au début des années 2000. Mais aussi des laboratoires pharmaceutiques comme Organon Technica, pour qui il a fait l'affiche du don du sang au début des années 80. Alors, cette exposition est visible aux archives départementales, et pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a une visite commentée qui est prévue le 4 juin. Voilà. On va en apprendre un peu plus sur lui. Exactement. Alors, on aura peut-être la chance, je m'avance pas trop, mais on aura peut-être la chance d'avoir Madame Castiglioni ce jour-là. Voilà. Et puis, on se retrouve autour de petits gâteaux et d'un café pour visiter et découvrir l'exposition. Après, je ne vais pas présenter toutes les affiches, mais j'insiste sur quelques-unes. Et justement, ça fait un beau duo avec Madame Castiglioni qui, elle, apporte sa touche en fait personnelle. Alors, je voudrais qu'on termine juste sur un mot sur ingénierie. On en a parlé vite fait tout à l'heure. L'exposition, elle est gérée par le pôle sauvegarde et transmission des patrimoines. J'espère que je ne suis pas une des heures. Et l'une des missions, c'est justement de gérer des fonds comme ceux-ci et de les mettre en valeur, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, ingénierie, c'est une agence départementale qui vient en aide en fait aux communes rurales. Ils viennent en aide autour de plutôt le côté expertise et aide à maîtrise d'ouvrage. Et effectivement, il faut savoir que le PSTP, le pôle sauvegarde et transmission des patrimoines, bien qu'il y ait cet apport financier qui vient du département pour la restauration de mobilier, d'immobilier, voire d'archives, il y a aussi toute cette expertise, notamment avec nos conservatrices, qui vont aider les communes. Et c'est pour cette raison qu'on continue dans cette voie-là avec cette donation. Merci Aurore Gauthier. Alors Luigi Castiglioni se dévoile aux archives départementales, c'est jusqu'au 6 juin. Et pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, la date étant proche, les œuvres seront aussi exposées en septembre à l'orangerie du domaine de Madame Elisabeth. La ville de Guyancourt a récompensé les artistes de sa 4e édition d'Art Talent, un concours gratuit et ouvert à tous pour une exposition de leurs œuvres sous toutes leurs formes. Marilène Yapichilo et Nicolas Dandry. Pas de thème, chaque artiste est libre dans sa créativité. L'exposition Art Talent débutée il y a un mois a pris fin le 19 mai avec sa traditionnelle remise des prix. C'est la 4e édition, à chaque fois un invité d'honneur
un jury différent, ce qui laisse une diversité de prix, puisque nous avons 3 prix plus le prix public, et ça permet à ce moment-là d'avoir une diversité de talents exposés chaque année, des merveilles différentes suivant les esthétiques du jury. À travers ses peintures, Silke questionne et dévoile l'animalité qui sommeille en l'homme. Elle est l'invitée d'honneur de l'édition 2019 et y expose sa série Human Birds. J'étais très honorée, c'était une nouvelle expérience aussi d'être dans un jury, de pouvoir défendre des artistes. L'heure des récompenses est arrivée, le Versaillais Daniel Convenant remporte le prix du jury avec sa technique originale des peintures au bitume. Ça représente moi-même déjà, parce qu'un peintre est obligé de parler de lui-même et son vécu, voilà. Et donc ça fait partie, ça représente un paysage surréaliste, parce qu'avant je faisais des peintures surréalistes. Prix de la ville, une peintre yvelinoise d'origine italienne. Ces paysages réalisés en collant des papiers de soie peints lui ont été inspirés au retour d'un voyage en résidence d'artiste en Corée. Ça me fait plaisir, mais je ne m'attendais absolument pas. Donc je tremble encore, ça me fait plaisir que mon travail soit reconnu et que ça plaise à des gens, par exemple, que je ne connais pas. La ville entend bien réaliser une 5e édition, toujours dans cet objectif de découverte de nouveaux talents pour de nouvelles expositions. Et des nouveaux talents se révèlent à Magny-les-Hameaux parce que depuis le 16 mai, la ville vit au rythme des restitutions culturelles des associations et des enfants de la ville. C'est le festival Les Arts font école, un mois où se succèdent spectacles musicaux, créations théâtrales ou encore contes. C'est un théâtre d'ombre qui a ouvert cette édition, un moment imaginé et interprété par les élèves de 5e 4 du collège Albert Einstein. On écoute 2 de leurs professeurs. Un projet que nous avons mené depuis à peu près la fin du premier trimestre en collaboration entre plusieurs disciplines, donc le français avec Madame Dupeux, la professeure documentaliste aussi est intervenue, et puis nous deux, donc en musique et en art plastique. À travers ce projet, ils ont pu créer un texte en français, ils ont pu composer la musique, créer des silhouettes, des décors en art plastique et effectivement apprendre à rechercher exactement une ambiance dans un ouvrage. Et le festival se poursuit sur la commune. Ce jeudi, les CP et CE1 de l'école Louise Weiss vous content l'histoire de la petite poule rousse, une histoire musicale venue d'Irlande. Samedi 25 mai, partez pour un voyage musical autour du monde avec l'association La Voix en Scène, Zik en Herbe et l'association musicale de la Mérantaise. Vous pourrez aussi découvrir la chorale et l'atelier danse du collège dans Promenons-nous de l'opéra à la comédie musicale. C'est le 7 juin à la Maison de l'Environnement. Et le 8 juin, vous retrouverez Zik en Herbe pour célébrer leur 20e fête sur la scène de l'Estaminet. D'autres rendez-vous sont à ne pas manquer sur Magny-les-Hameaux. Le festival dure jusqu'au 29 juin. Pour en savoir plus, direction le site internet de la ville. C'est la grande fête du cinéma. Le festival de Cannes se déroule jusqu'au 25 mai. 21 films sont en compétition dans la sélection officielle, d'autres dans les sélections parallèles du festival. Certaines de ces productions ont été financées en partie par la région Île-de-France, accompagnement dans le cadre du fonds de soutien au cinéma et à l'audiovisuel ou de l'aide après réalisation. Le cinéma, un secteur porteur pour la région qui représente plus de 150 000 emplois. Le point avec Grégory Canalé depuis la Croisette. Les images sont signées d'Alexis Garneau. L'Île-de-France bien présente pour ce 72e festival de Cannes. Cette année, 16 films soutenus par la région sont en lice dans les différentes sélections cannoises. Alors la région alloue un budget de plus de 20 millions d'euros au cinéma et à l'audiovisuel. C'est un secteur porteur pour le territoire. Ce chiffre, en 2017, 4200 CDI créés, une progression de 15% par rapport à l'année précédente. Ces derniers chiffres ont été révélés lors d'une conférence de presse à Cannes en présence de la présidente de la région, Valérie Pécresse. Avec Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, bonjour. Bonjour. Donc les derniers chiffres du cinéma, de l'audiovisuel révélés, on l'a compris, une année 2017 qui a été une année de croissance pour le cinéma. Un autre chiffre, 134 des 188 longs métrages français ont été tournés en Île-de-France. Il y a une vraie volonté d'être présent ici à Cannes pour dire que l'Île-de-France c'est une région de cinéma. Bien entendu, nous avons augmenté de 20% nos aides à la production cinématographique en Île-de-France et ça nous permet d'annoncer une hausse d'emploi de 16,5%.
plus de 150 000 emplois dans la filière cinéma en Ile-de-France. Ça veut dire que nous travaillons et grâce à ce travail d'attractivité pour les films, nous créons des emplois, mais dans tous les domaines. Le décor, les effets spéciaux, les techniciens du spectacle. Nous faisons fonctionner des studios parce que nous sommes le Hollywood français, il faut quand même le dire. Nous avons la moitié des studios français sont en Ile-de-France. Donc le cinéma, je ne suis pas là uniquement pour parler culture, je suis là aussi pour parler emploi, développement d'une vraie filière professionnelle en Ile-de-France. Alors j'aurai l'occasion de rentrer dans le détail avec Jérémy Redler, mais en tout cas l'une des raisons avancées pour cette embellie, cette croissance du cinéma, c'est le soutien, en tout cas le contexte financier qui est positif pour la région Île-de-France, donc un soutien de la région, plus de 20 millions d'euros pour ce budget cinématographique et audiovisuel. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir le cinéma ? Je l'ai dit, à cause des emplois créés, 150 000 emplois, ça n'est pas rien, et puis surtout parce que nous sommes dans le contexte du Brexit. Or, notre principal rival, c'est Londres. Et aujourd'hui, on peut espérer de la relocalisation de films britanniques parce que les aides européennes ne seront plus attribuables à des films tournés en Grande-Bretagne. Et donc, derrière le Brexit financier, il y a aussi le Brexit audiovisuel. Et donc, avec Film Paris Region, qui est notre commission du film, nous essayons d'attirer les tournages en Ile-de-France, d'attirer les coproductions internationales. Et puis derrière, il y a tout le rayonnement de l'Île-de-France. Parce que quand vous filmez Paris, quand vous filmez un beau château dans les Yvelines ou quand vous filmez Versailles, eh bien évidemment ça donne envie aux touristes de venir et donc derrière il y a les 400 000 emplois de la filière touristique qui peuvent être aussi très impactés. Une dernière chose, il y a 16 films aujourd'hui à Cannes qui sont soutenus par la région Île-de-France, qui sont présents dans les différentes sélections. C'est une aide de la région qui est sur plusieurs niveaux possibles, ça, aussi bien pour la production, l'écriture aussi de scénarios et aussi le post-production, c'est ça, il y a différents niveaux. Oui, on aide les films à tous les niveaux, mais ce que je voudrais dire et dont je suis particulièrement fière, c'est que 50% des films qui ont été aidés par la région sont des premiers ou des seconds films. Ça veut dire que la moitié de nos aides vont à des jeunes cinéastes et vont les faire émerger. Et alors avoir 16 films en compétition à Cannes avec des cinéastes qui sont parfois très jeunes, je crois que c'est un immense succès parce que ce que nous ambitionnons d'être, c'est la première région de la création en Europe. Merci Valérie Pécresse. Et à présent avec Jérémy Redler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission du film d'Île-de-France. Alors, ces chiffres dévoilés en 2017, une année de croissance encore pour le secteur audiovisuel et cinématographique en Île-de-France. 4200 CDI créés avec une progression donc de plus 15%. Il y a plusieurs raisons qui ont été avancées. J'ai évoqué tout à l'heure avec Valérie Pécresse le budget de la région qui peut expliquer cette hausse. Il y a aussi un autre constat, c'est que davantage de productions françaises se relocalisent en France. 134 des 188 longs métrages nationaux ont été en tout cas tournés dans la région. Ça, c'est aussi une des raisons avancées. Oui, exactement. C'est ce que vous disiez il y a quelques instants. C'est-à-dire que d'abord, les chiffres sont historiquement bons. C'est la deuxième année notamment consécutive où les chiffres de l'emploi sont très hauts. Nous en sommes évidemment très satisfaits. Et ceci est dû à plusieurs facteurs. Alors évidemment, en Ile-de-France, on a un patrimoine naturel. Tout le monde nous envie, que ce soit le château de Versailles, la Tour Eiffel, Notre-Dame. Et puis, il y a l'effet combiné du crédit d'impôt et du fonds de soutien de la région, ce qui permet aujourd'hui d'atteindre des chiffres très hauts, avec une hausse de 46,5% qui nous permet d'atteindre le chiffre de 19 000 emplois en CDI. Ce qui est un chiffre que nous avions évidemment pas connu. Donc nous en sommes très satisfaits et nous allons poursuivre dans cette dynamique. Alors on a parlé des productions françaises, mais il y a aussi un angle international en Île-de-France. L'Île-de-France sait attirer ses productions étrangères. En 2017, 60% des films étrangers qui se sont tournés en France l'ont été faits dans la région. Vous avez parlé bien sûr de la fiscalité avantageuse. Il y a aussi un atout indéniable du territoire en termes de lieux de tournage. On pense forcément le château de Versailles, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a plusieurs possibilités en Île-de-France. Alors évidemment, la région Île-de-France comporte 4400 décors qui sont d'ailleurs référencés par la commission du film sur un site réservé aux professionnels. Et ce qui fait que nous avons un atout naturel, on en parlait tout à l'heure, de l'Île-de-France, du territoire francilien, qui permet en réalité de pouvoir tourner un film dans son ensemble parce que, comme vous le savez, le territoire francilien est très divers. Nous pouvons tourner une série ou un film à la campagne comme en zone urbaine. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a la diversité que n'ont pas forcément toutes les régions.
Il y a aussi un savoir-faire francilien en termes d'animation et aussi d'effets spéciaux. Et évidemment, nous sommes connus, voire reconnus pour notre savoir-faire francilien en termes d'effets spéciaux. Nous avons des écoles qui sont implantées sur le territoire de l'Île-de-France et qui font de nous un territoire leader dans ce domaine. Une dernière question, on a parlé de ces chiffres de 2017. Les perspectives pour l'année 2018, quelles sont-elles ? Les perspectives sont très bonnes. Nous allons, on l'espère, confirmer les chiffres que nous avons eus en 2017 et en 2016. 2018, pour les chiffres que nous avons déjà, sont très positifs, permettent de maintenir ces taux historiquement hauts ou historiquement bas en fonction des taux dont on parle. Le taux dont je vous ai parlé tout à l'heure de 20% de délocalisation alors qu'il était à 36% il y a quelques années et le taux de 2018. Donc vous voyez que les choses évoluent bien. Merci Jérémy Redler. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le président de la commission du film d'Île-de-France, également conseiller régional d'Île-de-France. Le rendez-vous marque la fin de la saison du Théâtre du Vésinet, un rendez-vous autour d'un style, le jazz. Cette année, les équipes invitent à découvrir les États-Unis à travers différents artistes. Le point sur cette édition. C'est peut-être le plus classique des artistes programmés. Pierre-Christophe Quartet fait redécouvrir Errol Garner, célèbre pianiste des années 50. Le Vésinet Jazz Métis Festival aime remonter aux origines du style. C'est un festival qui a cette particularité de vouloir faire mettre en valeur les groupes de jazz qui s'inspirent de leurs racines, des traditions de différents peuples, soit d'Afrique, soit d'Amérique latine, soit des Caraïbes, et qui en font un jazz contemporain. Donc on a des groupes qui viennent des États-Unis, mais chaque fois qui puisent dans l'histoire. 4 dates, 4 styles. Pour attirer amateurs et passionnés, familles et individuels, au jazz académique succède la salsa du Spanish Harlem Orchestra. C'est un moyen de voyager avec des grandes soirées de jazz sur le grand plateau, et aussi le vendredi soir et le samedi soir, c'est une fête dans le théâtre parce que avant et après, il y a des groupes de musique qui permettent de rester avec des amis. Le San Francisco Jazz Collective et Arad Kilo complètent cette nouvelle édition du festival. Des artistes venus des 4 coins du monde pour un aller simple vers les États-Unis. À la lanterne de Rambouillet, c'est une famille qui est attendue, les Ogres de Barbac. Ils ont sorti en début d'année un nouvel album, Amour grise et colère rouge. Le groupe de frères et sœurs est à écouter samedi 25 mai. Éradiqués par ces radiques dans leur ragot dégoulinant, les 2 mains 6 pieds sous terre, vers aujourd'hui c'est moi votre dessert. Danse, ouvre les yeux, chante tant que tu peux. Découragé par ces courageants, reçus sans recommande avisant, j'ai la mise en bière amère, clair aujourd'hui c'est moi qui vous sers. Décédé pour des sauts décidants qui m'ont décimé décidément, ça fait mal et j'ai pris cher, vers je le suis de rage et de colère. Un détour par le pays des merveilles à la Meurice de Trappes. Alice conte son histoire, une histoire proche de l'œuvre de Lewis Carroll, mais aussi très éloignée. La compagnie néerlandaise de Stilt crée une Alice multiple extraits. Leurs instruments viennent des 4 coins du monde, des sonorités variées au service de leur style, natural trance. Après un premier passage en 2017, Highlight Tribe revient à Voisins le Bretonneux. Le groupe se produit le 28 mai prochain à la salle de la Tour de Voisins.
Le 24 mai débute la 4e édition de Tracteur Blues, un événement itinérant et gratuit. La scène tirée par un tracteur s'arrête dans 3 communes. La première concernée, Gaillon-sur-Moncian, qui accueillera Melvin Taylor et The Blondie Sheep. On écoute ces derniers. All the time I'd like things to come back as they were, because I miss you hard. I need your arms so feel warm. I can take out of my mind the sight of your smile. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.